Je voulais répondre très brièvement la question sur Human Rights Watch. Je voudrais simplement compléter ce qu'il a dit. Il y a derrière toutes ces ONG, il y a aussi la galaxie Soros, c'est-à-dire le gouvernement américain. L'International Crisis Group, George Soros, l'a créé, siège à son conseil d'administration et l'argent vient d'Afrique du Sud. Ça dit tout. Au sein de ce que moi j'appelle l'appareil d'agression occidentale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a l'armée, il y a les services secrets, il y a l'économie, le chantage économique, et il y a un pilier qui est constitué par la presse et les ONG qui sont payés, financés, ce sont toutes des carrières. Tous ces journalistes qui agressent le Burundi à l'RTBF ou ailleurs, ce sont des fonctionnaires d'État, il faut quand même le dire. C'est la même chose en France, RFI, France 24, etc. Ils ne sont pas soumis à la déontologie des journalistes, pour peu qu'il y en ait une. Ça, c'était il y a très longtemps. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait Afrique Média, ce que je fais moi, c'est la bataille des médias. Il ne faut pas laisser passer l'imposture. Je vais répondre à la dame qui vient d'Afrique du Sud. J'étais en conférence avec Willy d'ailleurs à Bujumbura au mois de mai et on m'a posé la question, que pensez-vous d'Arusha? J'ai dit, je maintiens, je dis, il ne faut pas y aller. Pourquoi est-ce un piège? Parce que c'est entièrement organisé, dominé par les Occidentaux. Le but, c'est d'introduire dans le dialogue des politiciens qui ont perdu les élections, qui sont minoritaires, il y a des putschistes dedans, etc. Regardez comme on essaye d'introduire le Sénaret, sans fin. Mais surtout, quelle est la finalité de Arusha II? C'est un gouvernement de transition, c'est-à-dire, c'est amener ces gens-là au pouvoir, le partager avec les gens qui ont gagné les élections, et puis chasser ces gens-là. C'est ça le processus de transition. Qu'est-ce que c'est le processus de transition au départ? C'était comment transformer des États communistes en États capitalistes. Le premier processus de transition, c'est la Yougoslavie des années 80. Puis ça a été la Russie. Il y a un homme qui a arrêté ça, c'est Loukachenko, Bélarus. Eux, en 96, ils ont arrêté. Ils ont dit on revient au système social soviétique, ce qu'est toujours le Bélarus aujourd'hui. Et puis, ils ont introduit ça un peu partout dans le monde arabe en Afrique. Libye, Conseil national de transition. Centrafrique, Conseil national de transition. Burundi demain. Quel est aujourd'hui l'état de la Libye? Quel est l'état de la Centrafrique? Ne choisissez pas ça. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un piège. On a dit au Sénaret que j'avais fait un scandale diplomatique. Moi, je suis un homme libre, j'ai la propriété de ma parole. Je ne suis pas membre du gouvernement du Burundi. Je ne vois pas où il y a un problème diplomatique. Mais pour terminer là-dessus, il y a quelques jours, le CNDD-FDD a fait un communiqué qui rejoint ma position. Ils ont dit nous n'avons plus rien à attendre d'Arusha. C'est le bon sens. La deuxième chose, bon, je ne vais pas parler de mon cas, j'ai été expulsé effectivement à mon arrivée à Kigali. J'avais pas seulement des visas rwandais qu'on m'avait donnés, j'avais des accréditations de la Commission de l'Union africaine. Le Rwanda n'étant qu'un État hôte. La Commission de l'Union africaine a parfaitement le droit, comme elle le veut, d'inviter des gens. J'ai été détenu, il faut dire les choses, on nous a retiré notre passeport, on nous a mis en zone de transit, on n'a pas eu le choix, et il y avait des brouilleurs qui ne nous ont pas permis de téléphoner. Voilà. Ça quoi, j'aurais appelé Déby ou Obiang, et on aurait peut-être eu une autre chose. La réaction à avoir, moi je ne suis pas Don Quichotte. Premièrement, le Rwanda, qui n'est pas un État de droit, ne nous a pas notifié l'expulsion. On nous a retiré nos documents, confisqué nos passeports jusqu'à ce qu'on remonte dans l'avion. Il n'y a pas un tribunal où on pouvait s'adresser pour protester. Quand j'ai dit que le Rwanda vit sur une fausse image. C'est un État qu'on présente comme bien géré, où il n'y aurait pas de corruption,
où il y aurait des élections qui ont été avalisées par le grand complice du dictateur Kagame, c'est mon homonyme Louis Michel, le commissaire européen. Il a avalisé des élections bidons au Rwanda, comme il les a avalisées en Libye. En Libye, en 2012, en 2014, on a exclu plus d'1 million de Kadhafis des listes électorales, sur environ 3 millions d'électeurs. Imaginez-vous demain Nkurunziza ou Poutine qui suppriment des listes électorales 30% du corps électoral. C'est ce que Louis Michel, la mission de monitoring de l'Union européenne, a avalisé. Quand j'ai dit que le Rwanda s'était fait un ennemi, moi, j'ai déjà commencé. Nous allons démolir cette image de marque, montrer que le Rwanda est un État voyou. Vous savez, dans la politique de Kagame, il y a, c'est un élément de la géopolitique aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, qu'est-ce que c'est? C'est la renommée d'un État. La bonne renommée de Kagame, elle est due essentiellement à ses, moi je dis ses maîtres, belges et américains. Mais la Belgique ne fait que porter les valises. Les Belges ont encore une action en Afrique dans la mesure où ils appuient la politique américaine. Il faut dire, il ne faut pas croire à tous ces trucs. Il y a très longtemps qu'on a fort heureusement enterré le roi Léopold. Et Tintin au Burundi, c'est comme Tintin au Congo, c'était il y a très longtemps. Mais le Rwanda bénéficie de cette alliance, bénéficie d'un État démocratique alors qu'il ne l'est pas. C'est un État policier, dirigé par un homme qui a dirigé les services secrets de l'Ouganda, qui a dirigé ses propres services, qui est arrivé au pouvoir dans des conditions troubles avec le génocide rwandais de 1994, lui dit ce sont les Français qui sont coupables, les Français disent c'est Kagame. Je pense que la vérité se situe entre les deux. Voilà. Dernière chose, c'est l'envoi de policiers. C'est évidemment, Willy l'a bien expliqué, c'est un piège. C'est une tête de pont pour une force militaire occidentale. Demandez à votre voisin, le président Kabila, quand il a demandé que tous ces casques bleus, qui n'ont rien apporté au Congo, qui n'apportent que les viols, les trafics des femmes, l'insécurité, il a demandé partez. Les Nations Unies lui ont dit non. Les troupes de l'ONU sont toujours là. C'est ça que vous aurez. Une fois qu'ils auront mis un pied à Bujumbura, ils ne partiront plus. Maintenant, le vote qui s'est passé au Conseil de sécurité, moi je ne suis pas... Tout le monde le sait, ceux qui me regardent, notamment Afrique Média, je ne suis pas un partisan des Nations Unies. Je considère que les Nations Unies, c'est une imposture, c'est une organisation qui n'est pas démocratique à cause des membres permanents du Conseil de sécurité, c'est une manipulation qui permet des agressions. L'ONU n'a empêché, regardez combien il y a eu de guerres depuis 1945, c'est effrayant. La plupart de ces guerres ont été déclenchées par des membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. À partir de ce moment-là, il ne faut pas attendre. Mais derrière tous ces votes, il y a des manipulations. Il y a une diplomatie secrète qui se croit très intelligente. Il y a un homme qui a levé le masque là-dessus, c'est Poutine. Dans une célèbre interview en septembre 2014, il a dit, texto, la diplomatie, c'est le règne du mensonge, y compris les nôtres. C'est ça qui se passe. Vous ne savez pas ce qu'on négocie. On négocie un vote, une abstention dans un vote sur la Syrie contre une abstention sur le Burundi. Est-ce que votre pays a perdu ses amis? Non, parce qu'il y a des intérêts géopolitiques importants. La Russie, par exemple, elle est décidée à revenir en Afrique politiquement. La Russie n'a pas besoin des matières premières africaines. C'est un État-continent, la Russie. Ils ont tout ce qu'il y a en Afrique. Mais ils veulent une puissance géopolitique. Ils veulent que l'Afrique ne puisse pas basculer du côté occidental, qui gagnerait en fait la confrontation actuelle. Donc, il n'y aura pas. La Chine, ce matin, a fait une déclaration importante dans la presse d'État. Elle a dit, n'oubliez pas que le Burundi est un État souverain et que c'est lui qui va décider oui ou non. Je pense donc que vous avez toutes les garanties. J'espère que j'ai répondu comme vous le souhaitiez et je vais céder la parole à notre ami.
Merci beaucoup. Je n'ai pas eu beaucoup de questions. Ça va aller vite. Alors, de Frédéric, sur la logique juridique derrière le SNARED, c'est ça? Alors, ici, le SNARED, évidemment, il insiste, c'est créé pour lutter pour la protection de l'accord d'Arusha. Or, comme je l'ai dit, l'accord d'Arusha, la plupart des dispositions importantes de l'accord d'Arusha sont dans la Constitution. Et évidemment, ils ne parlent pas de la Constitution parce que ça ne les arrange pas. C'est dans l'accord d'Arusha où on parle juste de 2 mandats, alors que dans la Constitution, on a ajouté un mot, 2 mandats, mais au suffrage universel. Donc, ils évitent d'insister sur la Constitution parce que ça n'arrange pas. Et ils parlent de l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha qui a été signé avec des réserves que ceux-là même qui se prévalent de cet accord ont émises, donc des réserves qu'ils ont émises, et maintenant, ils insistent sur cet accord pour faire leur bataille politico-diplomatique. Donc, je trouve ça contradictoire et inacceptable, et je trouve aussi que c'est une fausse base pour le SNARED. Et évidemment, comme le conseiller du président l'a dit, c'est une coquille vide faite de personnes qui ont refusé de s'entendre depuis 2010 sur un seul candidat à présenter aux élections présidentielles. Maintenant qu'ils sont dans la galère à l'étranger, ils veulent s'unir autour du SNARED. Je trouve ça malheureux pour eux. Donc voilà. L'accord d'Arusha, est-ce qu'il y avait des délais? Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y avait cette précision qu'il fallait 2 mandats. Mais je ne crois pas qu'on avait précisé le nombre d'années. Peut-être que je me trompe, mais la Constitution, elle, parle de 2 mandats, 5 ans à 5 ans chacun. Donc, c'est la Constitution donc, qui prédomine. L'accord d'Arusha, tel qu'il existe, n'a plus de valeur juridique. C'est juste un accord symbolique, un accord que certains qualifient de l'ex-pacificatoria, donc l'ex-pacificatoria, donc impact de paix, qui est proche d'un contrat entre les individus, évidemment un contrat à plusieurs partenaires, donc qui n'est pas un traité international, qui n'est pas non plus une convention, juste un contrat, mais évidemment auquel on a donné une force juridique interne par l'adoption d'une loi interne, une loi régulière, et par l'incorporation des dispositions de cet accord dans la Constitution. Et donc, à lui seul, l'accord d'Arusha n'a vraiment pas de valeur juridique. L'essentiel de cette disposition étant dans la Constitution, ce qui est important. La question de M. Kikonjo, votre question, est-ce qu'un État a le droit d'adopter Évidemment non. Ça relèverait de l'ingérence. La seule institution qui a le pouvoir d'interpréter la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Et on doit respecter sa décision, qu'on aime la décision ou qu'on ne l'aime pas. C'est ça. C'est comme ça, dans un état de droit. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer les décisions rendues par les tribunaux. Quand il y a deux personnes
dans un procès, c'est sûr qu'il y aura un qui va perdre. Et s'il perd, c'est à lui de faire appel. S'il perd encore une fois, il va aller en cassation. Mais s'il perd la balle, c'est fini ses recours. Cette personne-là ne va pas faire la guerre en dernier recours. Alors, la poursuite à l'égard des États étrangers, la question de monsieur, c'est aussi une question liée à celle de madame. Alors, il y a trois choses. Vu les ingérences étrangères dans les affaires du Burundi, vu aussi les ingérences ou la participation des Burundais qui sont maintenant à l'étranger dans la criminalité au Burundi, il y a trois possibilités. L'État du Burundi peut porter plainte contre les États étrangers qui sont impliqués. Porter plainte au niveau de la Cour internationale de justice, qui est une cour basée à La Haye, qui entend les causes entre les États. Donc, l'État burundais a le droit, vu par exemple la preuve qu'il y a, par exemple sur l'implication du Rwanda, l'État burundais peut saisir ce tribunal-là, qui est un tribunal qui est une branche judiciaire en fait de l'ONU, mais qui a quand même des juges indépendants. Donc ça c'est au niveau des États. À ce même niveau des États, c'est que le Burundi peut saisir la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Par exemple, si le Burundi décide de porter plainte contre le Rwanda, parce que le Rwanda fait partie de cette communauté, le Burundi peut porter plainte. Donc ça, c'est au niveau des États. Maintenant, si le Burundi décide d'agir, le Burundi donc peut décider d'agir contre les États et aussi contre les individus à titre privé. Et dans ce cas, le Burundi peut poursuivre les Burundais qui résident à l'étranger ou les étrangers qui résident à l'étranger, en Europe notamment ou aux États-Unis. Et dans ce cas, ce sera devant les tribunaux du Burundi parce que les préjudices sont causés au Burundi. Donc les biens de l'État qui ont été détruits, les biens des personnes privées qui ont été détruits, les familles des policiers ou d'autres personnes qui ont perdu les leurs peuvent bel et bien saisir les tribunaux du Burundi pour être dédommagés. Et le juge saisi pourra envoyer une convocation à ces personnes-là, partout où ils sont, pour venir être représentés ou venir eux-mêmes devant ces tribunaux. Et les tribunaux pourront les condamner. Ça, c'est l'État du Burundi. Ça peut aussi être la même chose pour les individus qui ont souffert de cette crise, qui ont perdu les biens, qui ont perdu les membres de leur famille. Eux, ils peuvent aussi saisir les tribunaux sur place au Burundi parce que c'est le lieu où le préjudice a été subi. Donc, pour terminer sur ce point, je dirais que ce que je remarque, c'est qu'au Burundi, on n'a pas cette culture-là de saisir les tribunaux. J'ai l'impression que, oui, les tribunaux, les procédures judiciaires sont lentes. Alors, c'est comme si ça crée un obstacle, les gens ne trouvent pas de l'intérêt. Mais je dirais que si on décidait d'aller dans ce sens-là, quand on s'en va devant un tribunal, on n'y va pas nécessairement parce qu'on est sûr qu'on va gagner, mais ça a aussi une valeur symbolique. Une fois qu'on saisit un tribunal, et la personne qu'on assigne, elle sait que c'est du sérieux. Mais si on ne fait rien, la personne va récidiver, va vous agresser davantage. Donc je pense
on devrait avoir cette culture de saisir les tribunaux. C'est aussi une façon de renforcer l'état de droit. Saisir les tribunaux, évidemment aussi, il faut aller sur plusieurs fronts, le front médiatique, front judiciaire, front politique. Donc, rien n'empêche donc d'affronter les déstabilisateurs sur plusieurs fronts. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. C'est à mon tour. Le dernier, mais pas le moindre, hein, je pense. Au fond, une seule question m'a été posée, je pense. C'était posé par M. Frédéric à propos de surnom ou du nom Sindhu Mudja. Au fond, c'est ce beau monde-là qui ont choisi comme nom Sindhu Mudja. Mais parmi ces groupes, vous dites, non, moi je dirais pas que les criminels, en donnant l'exemple des gens qui ont massacré les étudiants à l'université, vraiment sont parmi ce groupe de Sindhu Mudja. Mais dans ma présentation, j'avais identifié deux groupes. Pour moi, il y a des opposants radicaux qui ne veulent rien savoir d'un pouvoir qui est venu pour leur montrer qu'il y a des gens aussi, d'autres Burundais, capables de diriger ce pays, qui ont le droit, comme eux, ils ont eu à diriger ce pays pendant des millénaires, je pense, qu'il arrive des gens organisés et capables de prendre le pouvoir et de diriger ce pays. Ils n'ont jamais été d'accord. Alors c'est ce groupe-là qui, au fond, même ce mandat-là ne les intéresse pas. Vous les avez vus, c'est eux, au fond, qui ont activé la notion de génocide pour pouvoir tromper leurs compatriotes, leurs semblables. Alors c'est ce monde-là qu'ils continuent à s'appeler Sindhu Mudja, c'est leur nom, c'est leur propre nom. Moi je ne peux pas leur enlever le nom. Ils se sont appelés Sindhu Mudja, je ne peux rien faire sur ça. Alors, mais quand même, soyons honnêtes. On est ici, c'est une conférence publique. Il faut être objectif. Parmi les gens qui s'opposent au gouvernement, il y a des gens qui se sont levés contre ce gouvernement d'une façon, moi je dirais, honnête contre ce gouvernement, en présentant des sujets qui pourraient peut-être mettre en difficulté le gouvernement, qui sont honnêtes. Malheureusement, ils ont été manipulés, puis ils ont été conduits dans l'autobus Sindhu Mudja. Alors c'est ces gens-là qui commencent à se dire, mais je pense que la question de mandat était une piège. Et qui commencent peut-être à revenir à la raison pour faire une critique constructive, non pas juste pour s'opposer. Alors il faut reconnaître que ces gens-là sont là, existent, et que c'est à nous tous Burundais, qui aiment ce pays, qui devons travailler fort pour leur montrer que l'intérêt général doit primer sur tout. Que malgré la crise, le pays va continuer à exister et que nous devons continuer à vivre ensemble. Alors c'est ces gens-là de bonne foi que nous devons aller chercher pour les amener à comprendre que nous avons un pays très beau à protéger ensemble. Puis le vivre ensemble doit être une réalité au pays, parce que c'est une réalité au pays. Qui ne continue pas à entendre ce que les Sindhu Mudja, extrémistes et durs, continuent à raconter. Alors, je pense que c'est un devoir pour tout le monde, parce que tous les Sindhu Mudja ne sont pas méchants. Il faut le savoir. Merci beaucoup.
j'aimerais vous dire merci. Merci en commençant d'abord, non pas aux officiels, aux excellences, merci à vous, vous les participants, qui avez donné de votre temps, de votre argent, parce que vous avez payé même à l'entrée, pour pouvoir nous aider à organiser cette conférence. Ça a été un honneur pour moi, un honneur pour les membres du comité. Et je dois les citer bien sûr. Madame la coordinatrice, Marie Banyangé Daguié, qui est aussi chargée de la communication dans une certaine organisation. Monsieur mon adjoint, Monsieur Darius, Monsieur le secrétaire, Monsieur Alexis Sagouye, et la dernière, mais non la moindre, ma chargée des finances, ma ministre, Madame Antoinette. Mais ça a été un groupe qui, voyant toute la responsabilité derrière, a aussi demandé de l'aide. Des gens expérimentés, des gens capables d'arriver à des résultats pareils. Alors si vous avez vu un petit manquement, c'est le moment de vous dire pardon. On ne l'a pas fait. Ça c'est dû à notre manque d'expérience. La prochaine fois, on va l'améliorer. Alors, c'est à ce moment-là que je dois féliciter Monsieur le Président de la communauté burundaise du Canada, Monsieur Simon, qui nous a apporté une aide respectable, qui nous a permis peut-être de sauter des ponts qui commençaient à être brisés par certaines personnes. Je m'en voudrais de ne pas dire merci beaucoup au président de la CBCA, section Québec, M. Antoine. M. Antoine, il est parti, il a beaucoup de responsabilités. En même temps, il organisait un mariage. Vous voyez combien c'est très dur. C'est pour cela que je vous demande de l'applaudir encore une fois. Je ne pourrais pas oublier aussi les gens du service. Les jolies filles que vous avez vues circuler, qui vous ont aidé à ce service et qui vont continuer aussi jusqu'à 1h du matin. Il paraît même à la danse, ils vont nous aider. Non, dites pas ça. Alors, il y avait aussi un point stratégique, c'est la modération. Monsieur Omar Senguioumva, qui a accepté spontanément de nous aider dans cette tâche, je vous prie de l'applaudir aussi. Applaudissez le jeune, talentueux Richard, l'homme de tous les dossiers, il paraît. Je me suis permis des fois de lui demander de me réserver l'hôtel. Imagine, un DJ qui fait la réservation d'hôtel. Hein? C'est un peu abusé de sa gentillesse. Merci beaucoup, Richard. Alors, ils ont entendu, les gens qui avaient décidé de nous désorganiser, ils ont entendu qu'il y avait des jeunes chargés de la sécurité qui sont prêts à tout pour que cette perturbation ne puisse avoir lieu ici. Alors, Monsieur David, Monsieur Aristide et votre équipe, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Alors, je vais terminer là où j'ai commencé. C'est sûr, si j'ai oublié l'un ou l'autre dans l'organisation, c'est le moment de demander pardon et que je vous ai à mon cœur. Parce que vous m'avez envoyé des messages d'encouragement. Vous avez dit, ils ont perdu ce jour-là, même aujourd'hui ils vont perdre. Puis ils ont perdu. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu? Oui, ils ont perdu. Alors, merci beaucoup, monsieur Amis Manilabona, professeur à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Luc Michel. Ce n'est pas officiel, mais j'aimerais demander en présence de son Excellence, monsieur Alain Nyamitwe. Il va falloir l'intégrer à la communauté burundaise. Alors, Excellence, c'est sûr. Malgré les lance-roquettes, les tueurs blindés, les Facebook incendiaires et les caricatures dignes de Charlie Hebdo, je n'aime pas beaucoup ce journal, je l'avoue publiquement. Vous avez accepté d'affronter tout ça pour venir nous aider à recoudre le tissu de la communauté burundaise au Canada. Comme vous l'avez vu, il n'y a personne qui a été empêché d'entrer. Il y a personne à qui on a refusé la parole. C'était ouvert. Et vous avez accepté sportivement de venir participer à ce débat. Et je demanderai au gouvernement canadien qui m'entend de faciliter des activités pareilles. Parce qu'on en a besoin aussi. Alors, la prochaine fois que Willy va demander le visa, donnez-lui le visa comme vous l'avez fait aujourd'hui, cette fois-ci. C'est l'occasion même de vous remercier de lui avoir donné le visa au nom du comité d'organisation. Alors, c'est sûr, ces mots que j'allais oublier les caméramans, les photographes, tout ce monde-là. Pardon, merci beaucoup. Puis merci à tout le monde et j'invite les journalistes à s'organiser pour les entrevues. Et j'invite nos distingués invités, vous les invités, à partager notre dîner, notre souper. Puis Richard est en train de se préparer pour la musique. Alors, la musique, vous l'avez entendu avec son Excellence, Monsieur Africa Nova. C'est lui qui a introduit, au fond, c'est lui qui a introduit les gens à l'ambiance, les gens à la relaxation, parce qu'il faut l'avouer, on est venu un peu tendu. Il a toujours fait depuis le pays, il le fait toujours aujourd'hui, comme il le donne aussi à toutes les associations qui lui demandent une aide pareille. C'est vraiment votre honneur de vous avoir dans notre communauté. C'est notre honneur, c'est votre honneur. Merci beaucoup, Monsieur Africa Nova. J'aimerais vous demander de vous lever pour que tout le monde vous voie. J'aime le taquiner. Vous avez vu comment il est habillé? Toujours sapé, toujours jeune. Comme on l'a vu, Narimazimi Singuona Senuze. Narimazimi Singuitegereza. Je ne sais pas chanter, mais j'aime bien cette chanson. Alors, au nom du comité d'organisation, au nom de tout le service, de tous les gens qui ont participé de loin ou de près à cette activité, je vous dis merci
Merci beaucoup. Puis la prochaine fois, je vous invite encore une fois à revenir. Nous serons toujours là pour collaborer, pour faire avancer la cause de notre chère patrie, le Burundi. Merci beaucoup. Kati se barundi tubateze Uburundi na barundi turanezerewe Kati se